Les vendanges, on se répartit la tâche. Alain s'occupe de la cave et moi je m'occupe sur le terrain de tournicoter avec le tracteur. Janvier-février, c'est la taille qui a déjà démarré depuis à peu près le 1er décembre, hein, qui se terminera début mars, hein, disons. Voilà. Attends, parce que là, il y a un truc qui est intéressant, la taille. Ça fait des sarments. Vous en faites quoi? Les sarments, eh ben, si c'est du carignan, on le conserve. On conserve, on fait des fagots, on les met à sécher, on les utilisera cet été pour la grillade. D'accord, voilà. Uniquement le carignan. Uniquement le carignan, c'est le meilleur. C'est le meilleur. Les autres cépages sont moins intéressants. Alors on les broie, on broie les sarments ou alors on les évacue en bout de parcelle, quoi. Alors vous avez compris, hein, pour le magret, recto verso, sur du sarment, carignan. Hein. Voilà. Ensuite, après, ensuite on a un petit creux là où on s'occupe de labourer les sols avant, disons, avant le 1er avril, quelque chose comme ça. Tu parles de labourage de sol. Le bio nécessite plus d'intervention humaine du coup? Ah oui, alors justement, en particulier sur l'herbe, en fait on laboure pourquoi? C'est essentiellement pour pas trop se laisser envahir par l'herbe. D'accord. Parce que si on laisse faire, eh bien, il y a trop de concurrence entre la vigne et l'herbe, et puis ça finit par poser des problèmes de carence. Darwin en avait parlé. Ouais. Voilà. Donc voilà, c'est un moment qui s'y prête assez bien, disons entre le 15 mars et le 10 avril, quelque chose comme ça. 10 avril, c'est le moment où la vigne commence sa végétation. Donc là, on commence déjà à avoir les tout premiers traitements en bio, qui sont des traitements légers, mais qui sont quand même importants à effectuer dès en fait, le démarrage de la végétation. C'est vrai qu'on a peu de produits curatifs en bio. Hein. En fait, on a deux maladies essentiellement sur lesquelles il faut être vigilant, c'est l'oïdium et le mildiou. Alors le mildiou, c'est pas du tout toutes les années. Il y a des années... En gros, pour avoir du mildiou, il faut du chaud humide. Alors le chaud, on l'a, l'humide, on l'a moins. Donc on est rarement très embêté par le mildiou. Par contre, l'oïdium, ça c'est une maladie récurrente, il faut être vraiment super vigilant chaque année, quoi. Et ces premiers traitements au débourrement de la vigne, c'est en effet pour combattre déjà les effets possibles de l'oïdium. Est-ce qu'on peut synthétiser le travail du vigneron bio en disant qu'il a un travail préventif? C'est la médecine préventive? En bio, oui, essentiellement. Ouais. Ensuite, à partir du 10 mai, par là, il y a un gros travail qui commence, qui va durer un bon mois, qui s'appelle l'ébourgeonnage, c'est-à-dire enlever sur les pieds de vigne tous les petits sarments qui ont tendance à pousser, qu'on n'a pas choisi d'avoir au moment de la taille, parce que c'est à la taille qu'on règle le nombre de sarments qu'on souhaite avoir. Mais il y en a d'autres qui poussent, qui sortent du vieux bois, des souches directement. Et ça fait quoi? Ça va diluer le tanin? Ça fait quoi si on les laisse? Si on les laisse, on aura du raisin, mais on aura une végétation très dense, avec peu de circulation d'air, donc favorable aux maladies. Le soleil rentrera mal dans les souches, donc ça va un peu perturber, on aura moins de maturité sur les raisins au final. Et puis, à l'hiver prochain, au lieu d'avoir quelques coups de sécateur à donner pour tailler une souche, on en aura 5 fois plus, quoi. Parce que c'est énorme le nombre de sarments qu'on enlève sur une souche au mois de mai, là, ça peut atteindre 50 petits sarments, quoi, par souche, c'est énorme. Voilà. Et ça, c'est un gros travail, hein, c'est un gros travail. Ça nous pousse, disons, au 1er juin, quelque chose comme ça. Et puis, à partir de là, il y a encore un petit peu il y a pas mal de travaux de palissage à faire, hein, donc remettre les sarments entre des fils qui les tiennent à peu près verticaux, quoi. D'accord. Couper les sarments qui sont trop longs, parce que sinon, ça déborde, ça traîne par terre, c'est source de maladies. Pour la vigne. Et c'est une période où la vigne pousse très vite. Donc on le fait aujourd'hui et on recommence quelques jours plus tard, quelquefois. Hein, ça va très vite, quoi. Juin, voilà, jusqu'au... Le vigneron, il part en vacances? Du tout, si, on peut partir quelques jours, quelquefois début août, en effet, ouais. Parce que là, début août, disons, les jeux sont faits à peu près, quoi. Je dirais que jusqu'au 31 juillet, on est là, on coupe les sarments trop longs, on enlève les sarments trop, etc. On met les grappes un peu au soleil quand c'est nécessaire. On fait attention, si on voit des grappes qui se chevauchent les unes les autres, de les écarter pour que ça ne crée pas des foyers de confinement où peut apparaître la pourriture. Voilà. Puis je dirais qu'à partir du 1er août, le vigneron, lui, il a fait ce qu'il a pu, et après, c'est la météo qui va fabriquer la qualité du millésime, quoi. C'est-à-dire que si on a un joli mois d'août, sec, chaud, vraisemblablement, on est parti pour en faire un chouette millésime avec des belles maturités.
Par contre, si on a un mois d'août voilà, humide et pourri, là la pourriture, justement, va pas tarder à s'installer. À partir du 15-20 août, on commence à surveiller un peu l'évolution des degrés sur les cépages précoces, comme le chardonnay en blanc. Le chardonnay en blanc, c'est le premier cépage vendangé ici? Ouais. En tout cas, au domaine, c'est comme ça. Le dernier, c'est quoi? C'est souvent le cinsault ou le carignan. D'accord, donc les cépages dits rustiques, je crois. Hein, ouais, c'est ça. Ouais, voilà. Et puis très méditerranéen, quoi. Voilà. Le chardonnay, lui, c'est pas un cépage méditerranéen. Voilà. Donc il a besoin de moins de chaleur que le grenache ou le carignan, etc. Donc on commence à surveiller un petit peu l'évolution des maturités. Il faut le surveiller parce que quelquefois on a des surprises. Hein. Si on ne le fait pas de bonne heure, on fait les premières mesures au 25 août, puis on se rend compte que le chardonnay, il est déjà à 15 degrés. Quoi. Donc il faut se dépêcher. D'accord. Il y a un petit jeu avec la météo. Ça vous arrive de vendanger un jour avant parce qu'il y a l'orage qui va se pointer. Bien sûr. Il y a un petit jeu là-dessus. Hein. Bien sûr. Bah, c'est un peu le petit stress des vendanges, c'est sûr. On surveille de près la météo. Wow, tout à la machine, hein, les vendanges. Tout à la machine manuelle, quoi. Tout à la machine manuelle, ouais. Ouais. Bon, tu as une équipe... c'est ça, une équipe, ça fait à peu près 10 personnes. Hein, d'accord, voilà. Pour une dizaine d'hectares. Une dizaine d'hectares. Voilà, en gros, à 10 personnes, on arrive à récolter 0,5, 0,8 hectares par jour, quoi, quelque chose comme ça. Enfin, tout ça est dosé de sorte que y a un flux de raisin qui rentre dans la cave. Ce flux, il faut le traiter. Bon, on est capable de traiter tel volume de raisin et puis c'est tout. Quoi. On ne peut pas en faire plus par jour. Quoi. Et la maturité, tous les raisins les cépages n'étant pas matures en même temps, ça permet aussi d'étaler dans le temps une dizaine de jours, les vendanges. Non, ça s'étale plutôt sur un bon mois. Un bon mois, donc il y a des trous entre... oui, il y a des jours, il y a des trous importants. Hein. En gros, on attaque les vendanges au 25 août, 25-28 août. On finit sur les derniers jours de septembre, parfois sur les premiers jours d'octobre. D'accord. Parce qu'on attend que les maturités, et ça c'est quelque chose de compliqué, c'est sans doute une des choses sensibles dans ce métier qui n'est pas si simple à régler. Quand on a une parcelle proche de la vendange, c'est j'y vais ou j'y vais pas. Quoi. Je vais vendanger ou j'attends encore un jour, 2 jours, 3 jours, etc. C'est des décisions pas si simples à prendre, ça. Voilà. D'accord. Mais de toute façon, le mieux peut être l'ennemi du bien, c'est ça. Ouais. Si on attend trop, on s'est trompé d'un jour et on commence à récupérer quoi, de la maladie, un orage. Et puis des surmaturités, donc des goûts un peu caramélisés, par exemple, des teneurs en alcool un peu trop élevés aussi, hein. Des tanins aussi un peu trop mûrs, un peu plus mûrs, etc. D'accord. Voilà. Donc ça peut jouer sur la palette aromatique essentiellement. Octobre, le vigneron reste dans sa cave. C'est le mois où on fait le vin, comme on dit. C'est-à-dire qu'on a les cuves en fermentation. Donc il y a le travail quotidien ou presque sur chaque cuve pour fabriquer le vin. Et puis, alors, je vous invite, lors d'une dégustation touristique, à venir vous faire raconter l'histoire du domaine Cojol-Gazet, comment on vinifie, comment on élève, je crois que c'est le terme, comment on élève ces vins. En détail, il vous racontera ça en détail. Le travail, donc, octobre, la cave. D'accord. Et puis en gros, à la Toussaint, le vigneron se repose. Alors, parallèlement à tout ça, c'était le travail à la vigne. Oui. Ensuite, tu as tout le travail à la cave. C'est-à-dire que là, si je reprends le fil de notre propos, on est là au 15 janvier, on ne fait rien à la cave. Le vin passe par la case froid, il fait froid sur l'Arzac, les vins sont au froid. Je confirme. C'est important pour le vin, pour sa future évolution, de passer par ce froid. Et puis à partir disons dans un mois, vers le 15 février, quelque chose comme ça, la température va commencer à se réchauffer. On va commencer à préparer les vins pour les mises en bouteille qui vont avoir lieu fin février, début mars. Et en fait, un espèce de crescendo dans la quantité de boulot à accomplir jusqu'au 14 juillet. Quoi. Parce que pour le moment, au 15 mars, la vigne ne réclame pas grand-chose comme soin. Par contre, plus le temps passe, plus elle réclame. Quoi. Et c'est important d'être réactif parce que il y a certains travaux, la plupart des travaux d'ailleurs, si tu les fais en temps, ça se passe relativement bien et vite. Si par contre tu les fais avec 10 jours de retard, là tu as 2 fois plus de boulot. Quoi. Donc il faut vraiment coller à ces vignes. Quoi. Et là tu as un peu la pression. Ouais. La vigne mène le rythme. Ouais, c'est ça. Tandis qu'à la cave, si tu le fais pas aujourd'hui, tu le fais demain, c'est pas très grave. Et puis tu as un troisième aspect des choses, c'est pendant tout ce temps-là, il faut vendre du vin. Quoi. Alors, on a vu la vigne, on a vu la cave, je vous propose de voir avec Benoît le rythme de la vente du vin. Alors janvier-février, on est déjà bien dans le boom. Hein. Par exemple, en temps normal, dès lundi, ce week-end même, on aurait dû avoir millésime bio.
D'accord. Donc les salons professionnels. Donc ça, c'est des choses qui se préparent bien à l'avance. Ça représente, il faut être, on va dire que dès le tout début janvier, on commence à préparer les salons pro. Alors les salons pro, qu'on comprenne bien, c'est les salons où il y a les cavistes, les restaurateurs, c'est ça? Voilà, exactement. Les restaurateurs, les cavistes, les grossistes, les exportateurs, les importateurs de tous les pays du monde qui viennent sur les salons professionnels qui se déroulent plus ou moins entre janvier, mi-janvier, on va dire fin janvier, et jusqu'à début avril parfois. Voilà. Nous, typiquement, on en fait 3. On fait un salon, on fait le salon de Millésime Bio, on fait le salon des AOP Languedoc à Saporta, qui est bien sympathique. Voilà, voilà. Et puis on fait le salon de la Levée de la Loire, qui est un salon qui se déroule à Angers, et qui est réservé aux vins bio d'un certain niveau, on va dire. Enfin, c'est par cooptation. Enfin, voilà. Et on va dire que les premiers salons particuliers, alors là, ils vont commencer les salons de Clermont-Ferrand, des choses comme ça. Là, ça va commencer dès début février, mi-février. Voilà, c'est parti. Quelle est l'ambiance sur les salons par rapport à un salon pro, par rapport à un salon particulier? Comment tu l'abordes? Comment on l'aborde? On va dire que sur un salon, non, pas de la même façon, non, pas du tout. Sur un salon pro, on va dire qu'on a nos clients habituels qui viennent goûter les vins, et ensuite, les clients pros, ils savent ce qu'ils viennent goûter. Donc on ne les sollicite pas du tout, on n'est pas dans un échange autre que technique. On va principalement être en train d'attendre que les gens viennent vers nous. Ils sont en général sélectionnés, ceux qui sont bien organisés, c'est-à-dire en gros ceux avec qui on va faire du business ensuite. Hein. Il n'y a pas de mystère. Et voilà, il faut juste être présent, disponible, faire goûter et puis échanger. Évidemment, il y a des vieux copains, des gens très fidèles, des gens qui sont devenus des amis, qui sont des pros. On a une centaine de cavistes en France, hein, donc certains d'entre eux suivent Alain depuis son premier domaine, donc ça fait 20 ans. Donc évidemment, c'est des gens avec qui on a une histoire commune et c'est vraiment important de recréer du lien. Ils viennent même d'ailleurs parfois au domaine à cette occasion-là. Voilà. Le particulier, c'est différent parce que là, c'est vraiment du recrutement de nouveaux consommateurs. Voilà. Donc il faut faire attention, il faut avoir un chouette stand, il faut essayer de se démarquer. C'est du marketing finalement, c'est une boutique quoi. Et dans la boutique, le fait que vous soyez en bio, c'est primordial ou pas? Ça a une grande importance et de plus en plus. Déjà, on a une pyramide des âges, on va dire, parmi nos consommateurs qui peut commencer assez jeune. Hein. Des gens de 20 ans, ils viennent régulièrement et en bande pour acheter qui une bouteille, qui deux bouteilles. Hein. Parfois, ils commencent petits, hein, mais bon, voilà. Et ils sont également fidèles. Et puis autrement, on a une grosse clientèle qui est, on va dire, dans la cinquantaine, entre 20 et 55 ans. 60 ans. Nous, on va faire en gros entre début février et mi-mai, quelque chose comme ça. On va faire 10 salons au printemps et le même cycle va se reproduire après les vendanges, c'est-à-dire à partir de début octobre jusqu'à mi-décembre, à nouveau 10 salons. À partir de fin mai, mi-mai, il y a une double action. D'abord, il y a continuer à entretenir toujours le réseau commercial, déclencher des livraisons pour réapprovisionner les gens au fur et à mesure de la consommation des clients, c'est logique. La réappro. Voilà, gérer aussi les gens qui viennent à la cave chercher du vin. Il y en a quand même de plus en plus. Il faut voir que nous, on est un territoire touristique, hein, donc comme vous le savez aussi, on a beaucoup de gens qui commencent à arriver à partir de début juillet jusqu'à fin août. Là, on a un gros potentiel de gens, gros potentiel de clientèle de gens qui viennent avec en voiture pour charger du vin avant de repartir chez eux, par exemple, à la fin des vacances. Parce que je m'occupe, moi, de la lutte contre les sangliers, les nuisibles, d'accord. Donc, ça veut dire qu'il faut, à partir de mi-juillet, on va dire, jusqu'aux vendanges, il faut aller tous les jours surveiller 2-3 heures toutes les clôtures électriques qui sont autour des vignes pour vérifier que les sangliers ne viennent pas ravager une vigne. À ce propos, si vous voyez deux cyclistes, vérifier avec un tensiomètre la tension de la clôture, ce ne c'est que Benoît et moi, avec un tour de vélo, on en profite pour vérifier un petit peu l'état des clôtures. Ou plutôt Benoît en profite pour vérifier l'état des clôtures. Bien évidemment, c'est une histoire vraie. Hein, alors c'est tout à fait exact. Voilà, avec Laurent, on partage là une passion pour le vélo. Et quand on va faire nos balades le week-end ou enfin pendant la période d'été, moi j'emmène mon matériel pour contrôler les clôtures et on fait les vignes pour vérifier toutes les clôtures. Le principal du travail à la vigne, c'est quand? C'est les vendanges. Les vendanges, on se répartit la tâche. Alain s'occupe de la cave. D'accord. Et moi, je m'occupe sur le terrain de tournicoter avec le tracteur. En gros, hein, c'est pour simplifier. Hein, mais de tournicoter sur le terrain avec le tracteur parce que nous, on fait de la vendange manuelle. Il faut récupérer les caissettes.
Il faut savoir, les caissettes qui sont remplies de raisins, les charger dans un camion et ensuite les amener jusqu'à la cave. Parce que il faut savoir que nous avons, nous, des vignes qui sont à 350-400 mètres d'altitude, à 20 km d'ici environ. Alors que nous avons une cave, un chai, notre chai en paille et en bois sans climatisation. Hein. Lui, il se situe à 700 mètres d'altitude à la Vacquerie. D'accord ? Donc il faut faire le lien. Donc il y a Alain, lui, à la cave, il réceptionne les camions, il traite les raisins pour les mettre dans les cuves. Et ensuite, lorsque les vendanges avancent, eh ben, il faut commencer à traiter d'une façon encore différente les cuves qui ont été vendangées, mettons une semaine avant, etc. Vous voyez, c'est deux choses différentes. Et puis moi, pendant ce temps-là, je m'occupe sur place de gérer les 10 personnes qui travaillent sur le terrain pour ramasser les raisins.